publique. La parole est à Monsieur le ministre de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui devant votre Assemblée est le prolongement d'un accord syndical qui vise à lutter contre la précarité dans la fonction publique. Une forme de précarité qui est d'ailleurs souvent méconnue de nos concitoyens et qui est d'autant plus inacceptable qu'elle prend racine au cœur même de la République, c'est-à-dire dans nos services publics, dans nos administrations, dans nos collectivités et dans nos hôpitaux. Cette précarité frappe aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'agents de la fonction publique. Il s'agit d'agents qui sont employés en CDD, renouvelés depuis des années, parfois déjà pour certains d'entre eux depuis plus de 10 ans, sur des emplois correspondant pourtant à un besoin permanent du service public et le plus souvent sans aucune garantie pour leur avenir. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, mais elle n'est pas acceptable. Depuis 1946, Mesdames, Messieurs les députés, ce sont 16 plans de titularisation qui se sont succédés, avec au final toujours la même incapacité à endiguer sur le long terme la multiplication des emplois précaires dans la fonction publique. Avec ce projet de loi, il s'agit pour la première fois de mettre un terme durable à ce phénomène en répondant à la précarité d'aujourd'hui, tout en posant des règles pour empêcher qu'elle ne fasse demain son retour dans nos services publics. Avant d'entrer dans le détail des mesures, je veux cependant préciser très clairement, et je le dis devant tous les employeurs aussi publics de collectivités, que tous les agents contractuels de la fonction publique ne sont pas confrontés à des situations de précarité. À l'heure actuelle, les agents non titulaires sont près de 900 000, un peu moins de 17% de l'ensemble des effectifs de la fonction publique. Pour une large part, ces emplois correspondent à des besoins temporaires de l'administration, des remplacements, des surcroîts de travail, des missions ponctuelles, et nous avons besoin de ces contrats à durée déterminée. Et je veux être clair, il ne s'agit pas avec ce texte de remettre en cause la place du contrat dans la fonction publique. Nous devrons, demain comme hier, avoir la possibilité de recourir à ces agents contractuels pour répondre, comme je venais de l'indiquer, à des besoins temporaires, des surcharges de travail, des vacances d'emploi, des remplacements ou des besoins spécifiques. Mais ce qu'on ne peut plus accepter, c'est un système qui conduit, sur des emplois permanents, des dizaines de milliers de personnes à rester en CDD pendant autant d'années. C'est le sens, Mesdames, Messieurs les députés, des engagements pris en janvier 2010 par le Président de la République, des engagements qu'il a réaffirmés il y a quelques jours à Lille lors de ses vœux à la fonction publique. L'État ne peut pas s'exonérer lorsqu'il est employeur des règles qu'il veut faire respecter à d'autres. L'État se doit d'être exemplaire et dans une période de crise telle que celle que nous traversons, il lui appartient en réalité de montrer la voie. Dès 2010, le gouvernement a engagé sur cette question des emplois précaires une négociation avec les partenaires sociaux. Au cours de ces négociations, nous avons recherché avec les organisations syndicales une ligne de partage pour faire coïncider deux exigences, d'abord le respect du statut de la fonction publique, mais aussi la lutte contre la précarité. Ce n'était pas, je dois vous le dire, un exercice facile. Mais le souci du compromis, la volonté d'avancer nous ont permis de conduire une négociation que je veux qualifier d'exemplaire, qui s'est inscrite pleinement dans le nouveau cadre du dialogue social dans la fonction publique depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2010 portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Ce cycle de négociation, il s'est conclu par un protocole d'accord le 31 mars 2011. Ce texte a été signé, je veux le souligner devant vous, Mesdames, Messieurs les députés, par 6 organisations syndicales représentatives sur 8. 6 sur 8. Et je voudrais devant vous saluer une nouvelle fois l'esprit de responsabilité dont ces organisations ont fait preuve tout au long de ces discussions. Il nous appartient désormais de traduire cet accord dans la loi de la République. En clair, les employeurs publics seront tenus d'accorder un CDI aux agents qui sont en CDD dès lors qu'ils auront exercé pendant une durée minimale de 6 ans sur les 8 dernières années sur des emplois permanents. Cette mesure pourrait concerner 100 000 personnes. Et c'est là la nouveauté. Il ne s'agit pas, et je tiens à le préciser, d'un nouveau plan de titularisation, mais bien d'un plan de lutte contre la précarité. Ce sera en plus un passage automatique et cela réglera durablement la situation à venir. Et ça aussi, c'est une des nouveautés
du projet de loi que j'ai l'honneur de présenter devant vous. Par ailleurs, l'accord prévoit une possibilité de valorisation des acquis de l'expérience en ouvrant aux agents contractuels en CDD ou en CDI des voies d'accès spécifiques à l'emploi titulaire. Ce sera un dispositif limité dans le temps, pendant une durée de 4 ans à compter de la publication de la loi. Ces voies spécifiques pourront être ouvertes aux contractuels en CDI et aux agents en CDD ayant une durée de service totale de 4 ans sur une période de 6 années consécutives, là encore sur un emploi répondant à un besoin permanent. Je précise bien devant vous tous qu'il s'agit là d'une possibilité et non pas d'un engagement. J'ajouterai pour être complet que sur ma proposition, le Sénat a étendu les effets de disposition aux agents que parfois on qualifie des agents 10-12, c'est-à-dire recrutés pendant 10 mois et puis ensuite licenciés, recrutés à nouveau pour une période de 10 mois, puis à nouveau licenciés. Et il s'agit là, par exemple, des professeurs contractuels de l'éducation nationale. À ces personnels, nous appliquerons le même dispositif au-delà de 6 ans, passage en CDI. Mais je vous l'ai dit, c'est que la grande nouveauté, c'est que le passage du CDI réglera la situation des personnes actuellement en CDD, mais aussi de celles qui se trouveront à l'avenir dans cette situation. Parallèlement, le gouvernement a souhaité aussi harmoniser les conditions de recours à des agents contractuels. Les procédures de recrutement en CDD seront formalisées, la durée maximale des contrats pour besoins temporaires sera aussi précisée, et je crois que cela répondra aussi au souhait des collectivités territoriales d'avoir un cadre beaucoup plus harmonisé et précis. Enfin, le gouvernement entend par voie réglementaire améliorer également la situation de l'ensemble des agents contractuels. Ils auront désormais accès au dispositif de formation professionnelle. Ceux qui sont recrutés sur des besoins permanents pourront bénéficier également d'un entretien professionnel annuel. Enfin, et conformément à l'esprit de la loi du 5 juillet 2010, les agents contractuels bénéficieront désormais d'une garantie de représentation au sein des différentes instances de concertation. J'ajouterai que cette garantie a d'ailleurs été mise en pratique lors des élections professionnelles du 20 octobre dernier, où pour la première fois, dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires ont pu participer, aux côtés des titulaires, à la désignation de leurs instances. Le Sénat souhaitait qu'à l'instar de la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale se dote de commissions consultatives paritaires distinctes des commissions administratives paritaires. Ce n'est pas une complexité nouvelle, c'est au contraire une prise en compte de la spécificité de l'évolution des CDD notamment, et c'est un souhait aussi des organisations syndicales, mais je crois aussi l'entendre, un souhait des organisations représentatives des employeurs territoriaux notamment. En tout cas, ce sera une mise en conformité et c'est une avancée importante. Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les grandes lignes de cet accord, conformément aux engagements que le gouvernement a pris en direction des organisations signataires, dans le respect, bien sûr, du rôle du Parlement. Je souhaite que nos débats ne conduisent pas à dénaturer le contenu de cet accord, le contenu de ce texte, puisqu'il s'agit là d'un accord qui était très largement partagé et que nous en sommes finalement co-responsables de sa destinée législative. J'en viens à présent aux autres questions traitées par ce projet de loi. Et un sujet auquel j'accorde une grande importance, mais je sais aussi que nous l'avons en partage, c'est celui de la lutte contre les discriminations. Ma conviction, mesdames, messieurs les députés, c'est que pour que son action soit comprise et respectée de tous, la fonction publique se doit d'être à l'image de la population qu'elle sert. Ma conviction, c'est que dans la lutte contre les discriminations, la fonction publique se doit d'être exemplaire. Au cours des dernières années, nous avons ouvert les portes de nos administrations à la diversité sociale, géographique de la population française, en créant, dans la plupart des écoles du service public, des classes préparatoires intégrées. J'ai eu l'occasion de saluer, voici quelques semaines, le premier élève d'une classe préparatoire intégrée de l'ENA, le premier élève qui a réussi le concours de l'École nationale d'administration. C'est à mes yeux une parfaite illustration du succès qui est aujourd'hui celui de l'ensemble des classes préparatoires intégrées. Et pour être allé aussi dans les IRA, les instituts régionaux d'administration, et avoir rencontré ces jeunes avec des parcours parfois difficiles, issus de la diversité pour certains d'entre eux, les avoir entendus parler de la République avec des mots aussi engagés, j'avoue que je ne suis pas sorti indemne d'une telle rencontre et que dès lors j'ai bien pris conscience, comme je crois chacun d'entre vous, de l'importance de ces classes préparatoires intégrées pour ouvrir les portes de notre administration, de notre fonction publique à tous ceux qui veulent la servir avec engagement.
Conformément là encore aux engagements pris par le président de la République, voici 3 ans à Palaiseau, la diversité est à présent en marche dans la fonction publique. De même, je veux saluer aussi les efforts qui ont été consentis et nécessaires et légitimes sur la place des travailleurs handicapés, avec un taux d'emploi à l'échelle de l'ensemble de la fonction publique qui est passé, je veux le rappeler, de 3,99% en 2009 à 4,21% en 2010. Il faudra que nous poursuivions cet effort qui était engagé. C'est à l'aune, mesdames, messieurs les députés, de ces succès, ou en tout cas de ces engagements, qu'il nous appartient désormais de répondre à une autre forme de discrimination tout aussi choquante. Je veux parler cette fois du rôle et de la place faite aux femmes dans nos administrations. Sur ce point, le constat est aujourd'hui sans appel. Si les femmes représentent 60% des effectifs de la fonction publique, elles restent encore extrêmement minoritaires, de l'ordre de 10% pour certaines fonctions, en ce qui concerne les emplois de direction. Moins de 10% pour certaines d'entre elles. Face à ces chiffres, nous avons un cap. C'est de parvenir à un égal accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité dans la fonction publique. Cette égalité, c'est une égalité qui n'est pas simplement, qui ne doit pas être simplement théorique. Ce doit être une égalité à la fois concrète, une égalité active, qui se vérifie tant sur les organigrammes que sur les fiches de paie. À l'image de ce qui a été réalisé ces dernières années en matière d'égalité professionnelle dans le secteur privé, avec notamment l'adoption de la loi dite Copé-Zimmermann, et je tiens à saluer l'engagement de Mme Zimmermann sur ces sujets, l'heure doit désormais être aux actes dans la fonction publique. L'enjeu de ce débat, c'est bien, mesdames et messieurs les députés, de briser le fameux plafond de verre qui empêche encore des femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités. Depuis plusieurs mois, j'ai engagé une large réflexion sur cette question, une négociation également avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs, et l'heure me semble désormais venue pour des mesures fortes et concrètes. Nos débats en commission ont été l'occasion d'adopter une première série de dispositions ambitieuses, et je veux saluer, je l'ai fait, le travail de Marie-Jo Zimmermann, mais je veux aussi, dans sa fonction de présidente de la délégation aux droits des femmes de notre Assemblée, de votre Assemblée, mais je veux aussi saluer le travail de Françoise Guégaud, qui elle aussi a beaucoup travaillé sur cette question. Je suis d'ailleurs allé la rencontrer sur ces terres, et j'ai vu l'engagement et la force de son engagement dans le prolongement du rapport sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique qu'elle avait en mars dernier remis au président de la République. Les dispositions que nous allons prendre permettront d'accroître la présence des femmes dans toutes les instances du dialogue social de la fonction publique. Je souhaite aussi que cette présence des femmes soit réaffirmée et affirmée dans les jurys de concours, mais aussi, et on étendra la loi Copé-Zimmermann dans les établissements, dans les conseils d'administration des établissements publics. Mais comme je m'y étais engagé devant la commission des lois, je présenterai devant votre Assemblée un amendement visant à instituer des quotas de femmes dans les flux de nomination aux plus hautes fonctions du service public. C'est conforme d'ailleurs à la logique qui avait été retenue par le législateur, je l'ai déjà indiqué. Je souhaite que ces quotas interviennent dans un cadre permettant une certaine souplesse, mais je crois que chacun est bien conscient de cette souplesse à apporter, puisqu'ils s'élèveront progressivement dans le temps, soit d'ici 2018, jusqu'à parvenir à un taux d'au moins 40% de présence de chaque sexe dans chacune des hautes fonctions de la fonction publique. J'entends bien les réserves que peut susciter une telle mesure, mais si les quotas ne constituent pas la panacée, ils demeurent à ce jour, j'en suis convaincu et le gouvernement en est convaincu, le seul moyen de faire réellement changer les choses. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui, et notre débat sera l'occasion d'y revenir plus en détail. Je veux à présent, et j'ai souhaité également, que vous le savez, on vient d'installer un conseil commun de la fonction publique et l'émanation des 3 conseils supérieurs fonction publique d'État hospitalière et également territoriale. Et j'ai souhaité que le conseil commun, c'est prévu dans la loi, puisse chaque année être saisi d'un rapport qui fasse l'objet d'un débat et d'une traduction, une transmission à l'Assemblée nationale d'un débat sur l'évolution constatée de la place des femmes. Donc je souhaite que ce débat soit un débat public et qu'il ait lieu chaque année pour s'assurer des conditions dans lesquelles on permettra un égal accès des femmes et des hommes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Je veux à présent brièvement aborder quelques questions soulevées par ce projet de loi.
Tout d'abord, une question qui ne figure pas dans le projet de loi, mais sur laquelle je connais vos attentes. Je veux en dire un mot, parce que j'ai choisi la transparence la plus totale à l'égard de la représentation nationale, mais aussi à l'égard de l'ensemble des partenaires. C'est celle du classement de sortie de l'École nationale d'administration. Sur le point, le gouvernement a fait le choix d'une solution concertée. Chacun sait que j'aurais souhaité la suppression de ce classement. J'ai réuni une commission de réflexion composée très largement de représentants également de notre commission, de la commission des lois de l'Assemblée nationale, de la commission des lois du Sénat, de représentants des corps et de représentants évidemment des employeurs. Nous sommes convenus que nous ne pouvions pas en rester au statu quo, c'est-à-dire au système transitoire que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision d'intervenir par décret. L'idée, c'est que le classement de sortie, dont beaucoup ne veulent pas la suppression, ne soit pas le préalable à l'affectation, mais qu'il intervienne après un entretien professionnalisé entre élèves et futurs employeurs, qui vaudra pour l'ensemble des élèves, je dis bien pour l'ensemble des 80 élèves, et pas simplement pour les administrateurs civils, comme c'est le cas aujourd'hui. Cela concernera donc les grands corps, comme les ministères, et le rôle de la commission de suivi sera conforté. Donc, il y aura bien une évolution de la situation, et c'est ce que je souhaitais. Le deuxième sujet que je souhaite évoquer touche aux modifications que ce texte apporte à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité au parcours professionnel de la fonction publique. C'est là aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il importe à mes yeux que nous donnions à chaque agent de la fonction publique la possibilité de se construire un parcours professionnel sur la base de ses compétences, qu'il puisse bénéficier d'une carrière conforme à ses attentes, conforme aussi aux attentes du service public, et que les dispositions introduites par ce texte permettront ainsi de faciliter au sein de chaque fonction publique les mobilités, mais aussi entre les fonctions publiques et pourquoi pas aussi sur des passages dans le privé pour parvenir à un enrichissement des carrières. Sujet très important également, celui des droits et moyens syndicaux, et j'attire votre attention sur ce sujet, mesdames, messieurs les députés. J'ai souhaité que nous réglions la question des moyens mis à disposition du dialogue social sur la base du résultat des élections professionnelles, c'est-à-dire sur la base de la représentativité. Aucun gouvernement ne s'était attaqué à cette question depuis 30 ans. Nous sommes parvenus à un relevé de conclusion avec les organisations syndicales le 29 septembre dernier. Il fixe un principe, à périmètre constant, moyens constants. Il fixe un autre principe, et ça j'y étais très attaché également, c'est celui d'une véritable transparence sur la mise à disposition et l'utilisation des moyens dès le premier équivalent temps plein. Cette réforme sera appliquée par voie réglementaire dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, mais elle nécessite une intervention législative en ce qui concerne la fonction publique territoriale, laquelle figure désormais dans le texte adopté par le Sénat. C'est une étape très importante, mesdames, messieurs les députés, de la rénovation du dialogue social qui est engagée en application des accords de Bercy de juin 2008 de la loi du 5 juillet 2010. Enfin, s'agissant du chapitre sur les juridictions administratives et financières, j'ai noté au Sénat une vraie inflation de cette partie qui est passée de 6 à 17 articles. Votre commission des lois a souhaité ajouter d'autres dispositions. Comme je vous l'ai déjà dit, bien évidemment, ces juridictions doivent évoluer. Nombre des dispositions déjà adoptées ont sans doute leur utilité, mais ne perdons pas de vue la finalité première du projet de loi, qui est celle de la lutte contre la précarité. Je vous le dis, et je le dis à l'ensemble des parlementaires, je resterai toutefois ouvert aux propositions de votre commission des lois. Par ailleurs, le texte contient plusieurs dispositions concernant la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale. Là encore, ce sont des dispositions qui étaient très attendues. Je suis allé au congrès d'ailleurs de leurs représentants à Brest. Elles répondent à des propositions qui ont été formulées de voici déjà plus de 2 ans par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à l'initiative de son nouveau président, M. Philippe Laurent. Sur ce dossier, je veux simplement le préciser, notre objectif a été double: assurer une transposition harmonieuse de la réforme dans l'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, telle qu'elle a été mise en œuvre dans la fonction publique de l'État, c'était une attente forte, y compris des employeurs, et d'autre part, garantir la cohérence d'ensemble des carrières et des emplois dans la fonction publique territoriale. Une modernisation similaire est également en cours et interviendra par voie réglementaire dans la fonction publique hospitalière. Enfin, en ce qui concerne les centres de gestion, j'ai réuni, comme je m'y étais engagé au Sénat,
ce matin même, un groupe de travail à l'Assemblée au ministère destiné à rechercher les voies de la convergence sur la question notamment de la possibilité d'une adhésion volontaire des collectivités non affiliées à un bloc indivisible de compétences. Grâce aux apports de chacun, je veux spécialement remercier Jacques-Alain Benisti de son engagement et pour aboutir à un accord. Et je veux remercier aussi Bernard de Rosier, qui a apporté aussi sa contribution pour parvenir à un consensus à partir des propositions. Je ne sais pas si cette temps-ci, c'est peut-être utile à la France. Et qu'on parvienne à des voies de convergence, on ne doit que s'en réjouir. Et c'est précisément ce que j'ai cherché. Donc, ce n'est pas une petite performance d'ailleurs d'avoir réuni Jacques-Alain Benisti et Bernard de Rosier dans un même destin au service du pays. C'est une performance. En tout cas, un consensus, mesdames, messieurs les députés, a été trouvé à partir des propositions qui avaient été formulées au Sénat, tant par le groupe UMP que par le groupe PS et les centristes. Et je vous présenterai donc plusieurs amendements qui permettront à l'Assemblée nationale d'acter les termes de cet accord. Voilà, mesdames, messieurs les députés, ce projet de loi constitue une véritable avancée. D'abord au service de la modernisation de la fonction publique. Vous savez, la société change, les besoins évoluent, la recherche de l'efficience sera inscrite durablement dans le management de la fonction publique. La fonction publique doit elle aussi changer, elle doit évoluer pour répondre aux nouvelles attentes et garantir la cohésion sociale et territoriale. Rarement, autant d'accords auront été conclus qu'au cours des 5 dernières années. Je veux rappeler le relevé de conclusion de février 2008 sur la politique salariale. Je veux rappeler les accords de Bercy de juin 2008 sur le dialogue social. Je veux rappeler l'accord sur la santé et la sécurité au travail de novembre 2009. Et puis, bien évidemment, ce projet de loi qui arrive aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. 4 accords en 5 ans, c'est la preuve d'un dialogue social que nous avons voulu au gouvernement à la fois volontariste et responsable, celle aussi d'une démocratie sociale vivante et moderne. L'année 2011, mesdames, messieurs les députés, restera marquée par les élections professionnelles du 20 octobre, les premières qui étaient organisées en même temps dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, élections qui fondent désormais la représentativité syndicale. Le dialogue social s'appuie désormais sur cette légitimité démocratique issue des élections. Il s'appuie désormais sur une véritable transparence en ce qui concerne les moyens alloués aux organisations syndicales. Il s'appuie sur une nouvelle architecture institutionnelle avec désormais 3 conseils supérieurs État, territorial et hospitalière profondément rénovés et un conseil commun que j'ai installé le 31 janvier 2012 pour évoquer les problématiques transversales et je souhaite en faire un véritable outil de modernisation de la fonction publique. Travailler avec les fonctionnaires, pas sans eux, travailler avec eux au service du public, c'est le sens de ce projet de loi. Il s'agit pour l'État et l'ensemble des collectivités publiques de France d'assumer un devoir d'exemplarité qui doit inspirer tous les employeurs publics. C'est donc un signal fort que nous adressons de responsabilité, de justice sociale et que le gouvernement vous propose aujourd'hui d'adresser à tous ceux qui, fonctionnaires ou non, ont fait le choix de s'engager au service de leurs concitoyens, au service de l'intérêt général et au service de notre pays. Merci.